Bonsoir à tous. Bienvenue à la MSH pour ce rendez-vous d'écho d'archéo qui est le 14e depuis que ce cycle a commencé en mars 2021, ce qui témoigne, je crois, de son succès et puis d'une belle longévité. Alors, comme toujours, ce rendez-vous est organisé par le musée archéologique de la bataille de Gergovie, par le département du Puy-de-Dôme, et je remercie chaleureusement ces deux partenaires au passage, et par la Maison des sciences de l'homme de Clermont-Ferrand, une unité d'appui et de recherche qui a vocation à coordonner les recherches en sciences humaines et sociales du site clermontois, sous la tutelle du CNRS et de l'UCA. Alors la MSH, pour vous donner une petite idée, fédère 15 laboratoires de recherche et rassemble par ailleurs un certain nombre de plateformes technologiques qui sont labellisées nationalement, dont la plateforme Intelespace, où travaillent des géomaticiens et des archéologues. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir au sein de cette Maison des sciences de l'homme, l'une des 21 du territoire, pour cette nouvelle rencontre scientifique placée sous le signe de l'actualité des recherches archéologiques, essentiellement en Auvergne, puisque c'est là, vous le savez, la spécificité du cycle d'écho d'archéo. Alors, la conférence qui va vous être proposée ce soir vise à vous présenter les résultats du programme collectif de recherche sur la lave propre aux 7 volcans de la chaîne des Puys, le trachyte. Donc, ce programme s'intitule Le trachyte en Auvergne, exploitation, utilisation et diffusion de l'Antiquité à l'époque moderne. Et il a été coordonné par plusieurs personnes, à savoir Pierre Boivin, Bertrand Douste-Tessier et Didier Miallier. C'est un programme particulièrement représentatif de ce qui se fait ici, à la MSH, puisque nous prenons une approche qui se veut à la fois interdisciplinaire, mais aussi novatrice dans de nombreux domaines, dont bien sûr l'archéologie. Alors, nous aurons le plaisir d'entendre, d'ici quelques minutes, Pierre Boivin et Bertrand Douste-Tessier. Alors, je vais vous les présenter très brièvement. Pierre Boivin est géologue volcanologue, chargé de recherche honoraire, chargé de mission UNESCO, et il est rattaché au laboratoire Magma et Volcan. Il s'intéresse depuis de nombreuses années au volcanisme du Massif central, en particulier à celui de la chaîne des Puys, du Devet et du Vivarais. Et puis Bertrand Douste-Tessier, archéologue à la MSH, est quant à lui spécialiste de l'Antiquité. Il a lancé dès 2011 une étude LIDAR sur la chaîne des Puys, la première en Auvergne, avec le laboratoire Magma et Volcan et le soutien du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il est aujourd'hui responsable de la chaire d'archéologie Arverne 2.0 et de la fondation de l'université Clermont-Auvergne. Alors avant de céder la parole au conférencier, j'ajoute que la conférence de ce soir a été préparée avec Sébastien Guem pour l'INRAP et la MSH, et puis Didier Miallier, que j'ai déjà cité, pour le laboratoire de physique de Clermont, et je les en remercie chaleureusement. Dernière petite précision, le format habituel est une conférence d'environ 45-50 minutes, suivie par vos questions. Et si vous avez manqué la conférence précédente ou si vous souhaitez d'emblée revoir celle que vous allez entendre, je vous rappelle que toutes les conférences sont visibles sur la chaîne Canalu de la MSH. Voilà, alors il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne conférence et à accueillir nos deux conférenciers en les remerciant très vivement d'avoir accepté de venir partager avec nous les résultats de leur recherche. La parole est à vous. Merci beaucoup Sophie et merci aux organisateurs pour nous avoir invités à vous présenter ce soir cette conférence qui va retracer quelques années de recherche donc, dans la chaîne des Puys mais au-delà, vous allez le voir. C'est une conférence qui a été préparée à 4 et finalement nous ne sommes que 2 pour la présenter, donc on doit excuser nos collègues Sébastien Guem et Didier Miallier qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis avant de commencer, on tient
avoir une pensée spéciale envers notre collègue Jacques Roger qui nous a quittés à l'été dernier, qui faisait partie du programme avec qui nous avons collaboré pendant de nombreuses années et que nous apprécions énormément. Donc, bonsoir. Donc, merci. Notre terrain de jeu, depuis longtemps, avec Bertrand et tous les autres, bien sûr, c'est d'abord la chaîne des Puys, c'est pas loin. Il n'y a pas tant de neige que ça, sauf à certaines périodes, mais bon, c'est bon. Et tout est assez accessible. Donc, cette chaîne des Puys, au-delà de sa forme qui est représentée sur cette carte, tous ces volcans alignés nord-sud avec les coulées qui partent à droite, à gauche, elle est connue, elle est exploitée depuis longtemps. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. En particulier, en priorité, bien sûr, pour les matériaux de construction. Donc tout le monde à Clermont et à Riom connaît la pierre de Volvic, hein, elle est omniprésente dans nos villes. Mais il n'y a pas que ça, il y a les pouzzolanes, les carrières de pouzzolanes qui ont été ouvertes à la fin de la dernière guerre, en particulier pour participer à la reconstruction des zones bombardées de Normandie. La pierre de Volvic est exploitée depuis le XIIIe siècle. Et puis les trachytes sur lesquels on reviendra plus en détail. Une autre source très importante, elle aussi, qui n'est pas toujours bien présente dans nos esprits, c'est la ressource en eau abondante, de qualité. Alors on connaît tous, bien sûr, la Société des eaux de Volvic, mais pratiquement tout autour de la chaîne des Puys, toutes les coulées qui s'en écartent, livrent à leur extrémité, en tout cas de façon traditionnelle, avant qu'on fasse des captages et autres choses comme ça, livrent une eau potable de très bonne qualité qui explique en partie tous les petits les villages qui ont été construits, à commencer bien sûr par Clermont, mais pas que, il y a Mazaille, enfin, etc. Et puis, plus récemment, la chaîne des Puys, et ça tout le monde le sait, j'évoquais la neige, c'est une attractivité touristique qui ne se dément pas, et culturelle, parce qu'il y a aussi, c'est un terrain où on apprend des choses quand on visite, et tout ça a permis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Et maintenant, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre, qu'il faut développer, etc. Alors, ce programme, cette roche trachytique qui était relativement aussi, qui passait sous les radars, on va dire, on s'est intéressé à cette roche au moment des fouilles au sommet du Puy-de-Dôme, à la fin des années 2000, où là, on a été confronté à une question d'où vient le trachyte qui a servi à faire le temple de Mercure. Il y avait des traditions qui disaient que ça venait du Clierzou en face. Et puis, ben non, quand j'ai vu le caillou, j'ai dit, ben non, ça ne peut pas venir du Clierzou, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc, c'était un trachyte apparemment de la chaîne des Puys, mais dont l'origine n'était pas connue. Donc, de fil en aiguille, on a tiré sur ce caillou qui s'est transformé en une ficelle qui n'en finissait pas de se dérouler. Et avec Bertrand, Didier et puis tous les autres qui sont présentés ici, on a constitué, comme l'a présenté Sophie rapidement tout à l'heure, un projet collectif de recherche pour se focaliser sur les trachytes de la chaîne des Puys et leur mode d'exploitation et à quoi ont-ils servi depuis qu'il y a eu le temple de Mercure qui semble être bien le premier cas d'usage. Donc cette équipe-là était composée d'un tas de compétences. Ça couvrait beaucoup de gens de l'université, que ce soit côté archéologique, que ce soit
laboratoire de magmas et volcans, mais pas que. On a aussi sollicité le groupe Spéléo d'Auvergne, on a sollicité un tailleur de pierre, on a sollicité bon, enfin, une dessinatrice hors pair pour nous dessiner les sarcophages, enfin, etc., et les objets qu'on trouvait. Donc, en fait, c'est un projet vraiment interdisciplinaire et qui a super bien marché. Vas-y. Donc, ces trachytes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des laves, on dit les plus siliceuses, c'est-à-dire qui contiennent le plus de silice dans leur composition. Et elles sont sur cette carte, c'est celles qui sont représentées par la couleur rouge. Ça occupe pas beaucoup de place parce qu'il s'agit de dômes, donc le dôme du Puy-de-Dôme évidemment en premier lieu, mais pas que. Il y a le Sarcouy, il y a le Cliérzou, il y a l'Aumône, et puis des petits volcans, enfin des volcans plus discrets qui forment des espèces d'aiguilles comme le puy Chopine, le puy Vassé ou le puy Kilian. Au total, on en a 7 dont on a la preuve, on les a pistés, dont on a la preuve qu'ils ont été exploités comme source de matériaux. Vas-y. Alors, comment ça se présente un volcan trachytique? Bon, ben, il comprend en gros, voilà le Puy-de-Dôme. Hein. En gros, la partie haute, c'est la roche compacte, massive. Et puis, tout autour, on a des débris, des choses qui sont tombées en cours d'éruption pour la plupart. Parce que c'est quelque chose qui a poussé de l'intérieur, et puis en grossissant, ben, ça se fragmentait, ça donnait des choses qu'on a pu appeler à une époque des nuées ardentes, des mots que tout un chacun a dû apprendre une fois à l'école. Et donc, ce sont des blocs, des lapillis, c'est-à-dire des graviers, et puis des cendres, des choses très fines, et qui s'amassent tout autour du dôme, et ce qui nous donne ces pentes plus faibles à la périphérie, à la périphérie des dômes. Vas-y. Et donc, c'est généralement dans ces roches massives, plutôt au sommet des dômes, qu'on a les carrières qui ont été ouvertes pour exploiter au cours des temps, exploiter ces trachytes. Parce qu'évidemment, on recherchait au départ surtout des matériaux qu'on puisse tailler et qu'on puisse faire des moellons ou des objets avec ça. Donc, ça se trouve plutôt dans le haut des pentes. Donc, le Cliérzou, les carrières sont connues. C'est un site touristique, enfin, je veux dire, un but touristique. Au Sarcouy, bah, la grotte du Sarcouy, là aussi, c'est un but touristique. D'aucuns ont dit qu'il y avait une sorcière qui y habitait, mais bon, on y a été assez souvent, on ne l'a jamais vue. Et par contre, les autres volcans d'importance, c'est le Kilian, dont on connaît que le trou, hein, on l'a appelé le cratère Kilian. Donc il est très très peu visible, il faut vraiment s'engager, en plus c'est couvert par la forêt, mais c'est un lieu, alors je crois, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit encore d'y aller, parce qu'il y a une chouette qui y habite, alors entre un homme et une chouette, ben, le choix est vite fait par les gestionnaires, c'est la chouette qui passe. Et donc sinon c'est un lieu extraordinairement calme et très agréable, et dont on a trouvé, après une étude, c'était pas évident, on a trouvé les traces de carrière à la base du cratère, des traces de dépôts de déchets, etc., qui nous ont... ça s'est pas fait rapidement, il nous a fallu 2-3 ans avant de trouver ces indices de carrière au fond du cratère. Puis l'autre, c'est le puy Chopine. Alors là aussi, il est plutôt connu, on peut grimper vers son sommet. Par contre, là, on est sûr qu'il est exploité. Vous verrez, on a trouvé des, des- des traces de son utilisation dans le bâti, mais on n'a malheureusement pas trouvé de carrière digne de ce nom sur le puits. Il se casse la figure, il y a des gros blocs qui tombent. On n'a pas trouvé de blocs de traces d'exploitation. Il y a des traces, des petites carrières côté ouest,
où il y aurait eu peut-être l'extraction de quelques blocs qui étaient là, mais encore rien qui soit à la hauteur de ce qu'on a vu dans le Kilian, le Clierzoul, le Sarkoui. On n'est pas du tout dans... Bon, ça reste un peu une énigme. Ben, il faut bien qu'on ne peut pas tout faire. Il faut bien en trouver. Alors, cette roche trachytique, elle se présente sous forme de roche compacte, homogène. Elle est plutôt dans les nuances de gris. Bon, des fois c'est gris, gris un peu blanc, des fois un peu jaunâtre, etc., quand ça s'altère un peu. Donc voilà des exemples pris sur les dômes du Sarkoui, les blocs qui tombent du puits Chopin. Vous voyez, ça fait un chaos qui n'est pas très attirant. Et puis, au puits Dôme, on a le trachyte massif à partir de la mi-pente, alors que dans le bas, c'est là une image de ces dépôts de cendres, de blocs, les produits meubles à la base du puits de Dôme. Vas-y. Alors, quand on regarde d'un peu plus près, qu'on taille cette roche, on s'aperçoit que elle est tendre, son grain est fin et régulier d'une façon générale, elle est microporeuse, ce qui est à la fois un avantage parce que ça veut dire qu'elle est légère, mais en même temps un inconvénient parce que s'il y a de l'eau qui rentre dedans et qui gèle, eh ben, la roche éclate. Enfin, pas tous les trachytes, mais celui du Puy-de-Dôme, par exemple, je vous déconseille vivement de faire une quelconque construction avec. Il va partir en morceaux, en gravier et en sable dès le premier hiver. Et ces qualités-là font qu'elle est très adaptée, c'est très facile à tailler, à sculpter. Et puis, ces qualités quand même de résistance mécanique font qu'on peut faire des murs dignes de ce nom, sans que ça s'effondre et que ça s'écrase sous le poids du mur. Vas-y. Alors, au fil du temps de nos recherches, on a mis au point une méthode de prélèvement qui permet de faire face à la plupart des cas de figure. Donc, c'est essentiellement une méthode de carottage. Ça, c'est très agréable parce que le trachyte, comme je l'ai dit, est tendre, donc ça rentre dedans comme dans du beurre, c'est facile. Et puis, l'échantillon est parfaitement propre et net. Il est adapté aux dimensions des techniques qu'on veut utiliser après en laboratoire, lame mince, analyse, etc. Et également, il est adapté aux objets archéologiques qu'on a largement échantillonnés sans mettre en péril la qualité de ces objets. Et puis, dans certains cas, bon, quand il y avait vous voyez, à droite, là, derrière les acteurs, on a des fois des déblais en vrac. Donc là, on se paye, on utilise le marteau de géologue pour en prendre un morceau. Ça va encore plus vite que le carottage. Ce travail qu'on a accompli, ça a été un travail assez long. J'ai fait travailler des étudiants sur le sujet, j'ai fait travailler des personnels techniques, etc. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'analyses. Et a priori, pour chercher le trachyte du temple de Mercure, je savais que ce n'était pas un trachyte connu de la chaîne des Puys. Donc, on a réétudié tous les trachytes de la chaîne des Puys en faisant aussi tout un protocole d'études de laboratoires semblables, des lames minces, des analyses à la microsonde, des analyses chimiques, etc., des analyses de porosité, enfin bref, de résistance mécanique, etc., etc. On a fait beaucoup, beaucoup d'études. Et au bout du compte, le trachyte du temple de Mercure, c'est l'image de droite, s'est révélé être un faciès particulier du trachyte du Kilian, qui est à gauche, et se distingue essentiellement, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, par des petites taches grises qui sont dans le fond. En haut, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites taches grises. Et vous voyez que les minéraux qui sont
marron transparent à gauche sont opaques à droite, ils sont cuits, enfin ils sont oxydés, et donc qui traduit une cuisson tardive, pour simplifier, une cuisson tardive de notre trachite du Kilian. Et donc on a trouvé que ça venait du Kilian, parce qu'en cherchant dans les déblais que j'évoquais tout à l'heure, on a trouvé cette roche dans les déblais. Par contre, on ne connaît pas les carrières, tout est recouvert par des déblais qui sont tombés des pentes, des carrières ouvertes plus tard près du sommet. Donc les frontailles correspondant à ce trachyte ayant servi au temple de Mercure sont pas connues. Là aussi, peut-être quand la chouette sera partie, on pourra aller avec une pelleteuse pour gratter un petit peu dans le fond du cratère Kilian. Donc, on a maintenant des critères très, très robustes pour reconnaître les différents faciès de trachyte et les réattribuer aux différents volcans de la chaîne des Puys. Et donc, dans 98% des cas, allez, 99, je me laisse aller, quand on a la lame mince, on est quasiment sûr donc de déterminer l'origine du volcan source. Quel est le volcan source qui est à l'origine de l'objet qu'on est en train d'étudier? Du coup, Pierre vient de vous en parler un petit peu. L'origine du projet, comme amorce, comme accroche, ça a été le temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme. Donc, vous connaissez sans doute très bien ce site archéologique qui est majeur pour la cité des Arvernes. On se trouve au sommet d'un volcan trachytique. On a construit un temple en l'honneur d'une divinité extrêmement importante pour le peuple des Arvernes, donc Mercure, notamment le dieu des commerçants, messager des dieux. Voilà, un dieu qui compte vraiment énormément pour les Arvernes. Et on a une construction absolument considérable. Il a été décidé, on ne sait pas exactement par quelle autorité d'ailleurs, mais il a été décidé une construction d'un sanctuaire. Ce sanctuaire, il a mobilisé pour le gros œuvre de manière quasi exclusive le trachyte. Donc, assez naturellement, pendant très longtemps, on a cru que c'était du trachyte qui provenait des volcans Clerzou-Homone, qui sont situés immédiatement au nord du volcan Puy de Dôme, tout simplement parce qu'on voyait les carrières depuis le Puy de Dôme. On voyait ces lieux d'extraction et on mettait assez facilement en relation ces lieux d'extraction et puis avec ces gros blocs qui étaient utilisés pour la construction du site archéologique antique. En fait, et c'est toute la force de ce projet, grâce à ce programme interdisciplinaire, les géologues ont mis à mal totalement nos pseudo-certitudes archéologiques et nous ont obligés à tenter de nous réinterroger un petit peu sur la problématique des approvisionnements en matériaux pour le temple de Mercure. Et donc, grâce à la carte d'identité que les géologues ont réussi à dresser, en prenant en compte l'ensemble des volcans trachytiques de la chaîne des Puys, et pas seulement certains, donc en ayant vraiment une démarche scientifique totale, effectivement, il a été prouvé que le temple de Mercure a été construit à l'aide de blocs, de grands appareils du volcan Kilian, mais également a été mis en œuvre sur ce site eh bien du trachyte pour d'autres choses, donc pour des hôtels, pour toute la parure d'un sanctuaire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce site, ce temple de Mercure, il a été réinvesti par les archéologues au début des années 2000 par Dominique Tardy, Jean-Louis Paillet, et il est désormais très bien daté. On sait qu'il date, si je schématise un petit peu, du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, on a finalement une date de la première utilisation du trachyte de la chaîne des Puys
on ne connaît pas, on n'a pas réussi à documenter archéologiquement, pour l'instant, une utilisation du trachyte avant le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc on serait là sur le premier site qui mettrait en œuvre cette roche et qui la met en œuvre. Vous le voyez sur cette proposition, cette évocation, cette restitution du temple de Mercure, vous voyez que c'est une mise en œuvre extrêmement conséquente avec la construction de l'ensemble du podium et du temple, donc à l'aide de trachyte. Nous avons multiplié les échantillons pour être certains de notre fait. Tous les échantillons donnent la même origine. Je parle sous contrôle de Pierre, le volcan Kilian. Du coup, il a fallu non plus se tourner vers le nord, vers les carrières du Clerzou et de l'Aumône, mais se tourner un petit peu vers le sud, et ce que vous avez en numéro 2 là sur l'image, vers le volcan Kilian, et essayer de trouver des carrières qui marqueraient finalement, qui attesteraient du coup le lien entre Kilian et Temple de Mercure. Alors, Pierre vous l'a dit, les carrières, la carrière antique, on est en droit d'attendre une carrière à ciel ouvert, n'a pas été détectée, sans doute parce qu'elle a été détruite partiellement par des exploitations postérieures. Et pour la documenter, on a décidé de faire collectivement en 2011, je crois, un levé lidar. Donc vous savez, un levé aéroporté qui à l'aide d'un laser qui va nous permettre, grâce à des filtrages informatiques, qui va nous permettre d'avoir un modèle numérique de terrain, un modelé réel du terrain, du territoire. Et donc ça a été le premier levé lidar, ou quasiment, qui a été effectué dans le département, alors que maintenant c'est une technique qui se généralise et qui est mise en œuvre par l'IGN pour l'ensemble du territoire français. Donc finalement, ça nous permet d'avoir des images de la chaîne des puits un petit peu comme si on était sur la Lune, c'est-à-dire sans végétation, si on fait un filtre. Et on arrive à ce genre d'image qui nous permet d'avoir une approche très très fine de la topographie. Donc on a pu appréhender la topographie au sein du cratère Kilian avec la mise en évidence de zones de déblais, avec des langues de déblais de taille qui ont rempli le cratère. Mais ce qui était aussi extrêmement intéressant et stimulant pour les archéologues, c'est la mise en évidence du passage de la grande voie, dite voie d'Agrippa, qui permettait de relier la capitale des Gaules, Lyon, à la capitale de la province d'Aquitaine, Saintes, et qui passait du coup par Clermont-Ferrand et le col de Cessa, donc au pied du Puy-de-Dôme. Donc on a pu documenter cette voie au passage du col. Et puis le lidar a mis en évidence, vous le voyez avec les étiquettes D, les étiquettes G notamment, la présence de chemins ces chemins mettent en relation le cratère Kilian avec le sommet, ou quasiment le sommet du volcan Puy-de-Dôme. Donc on s'interrogeait sur comment est-ce qu'on pouvait monter les blocs extraits de la carrière du Kilian jusqu'au chantier sommital du Puy-de-Dôme. Le chemin des muletiers, qui pouvait être évoqué assez naturellement, assez logiquement, qui est cartographié en A, a une pente beaucoup trop importante pour que les chariots puissent s'y engager. Et finalement, le lidar permet de proposer une alternative. C'est une proposition, c'est une hypothèse, elle n'a pas encore été validée archéologiquement, il n'y a pas eu de sondage ou de fouille pour notamment dater ce cheminement, mais on propose quand même de voir dans les cheminements D et G sans doute un long chemin qui épouse la topographie du volcan, certes sur une plus longue distance bien sûr que le chemin des muletiers qui est assez direct, mais qui épouse la pente et qui permet d'avoir une pente régulière qui puisse être empruntée par des chariots, et des chariots lourdement chargés. Et puis au bout du cheminement G, on arrive sur une plateforme
et sur cette plateforme, après la plateforme, on n'a plus rien. Et cette plateforme, elle est à l'aplomb, juste à l'aplomb du temple. Donc on propose peut-être qu'il y ait eu un système de cabestan entre cette plateforme et le chantier du temple de Mercure pour finir de monter les blocs. Tout cela, bien sûr, ce sont des hypothèses qui demandent à être validées archéologiquement, mais grâce au LIDAR, on peut avancer de nouvelles hypothèses et revoir totalement les cheminements pour accéder au temple, puisque on a un autre cheminement qui est en F, en jaune sur la petite cartographie. On a un autre cheminement qui est documenté, qui est donc sur le flanc oriental du volcan et qui permet d'accéder directement, vous le voyez, au temple, puisque ce cheminement s'arrête juste au niveau du temple. Et on peut imaginer que c'était un cheminement emprunté davantage par les pèlerins pour avoir un accès direct, et là la pente était moins contraignante. Donc le trachyte du Kilian a été mis en œuvre de manière extrêmement conséquente pour le chantier du temple de Mercure, et on peut même dire de manière assez convaincante que la carrière du Kilian a été ouverte pour le chantier du temple de Mercure. Cette carrière a également été mobilisée pour la production d'autres éléments que l'on va retrouver dans un rayon assez limité autour de la carrière. Donc on va retrouver des objets réalisés dans du trachyte du Kilian à Clermont-Ferrand notamment, et le musée Bargoin conserve certains de ces éléments. On va retrouver des stèles, notamment funéraires. On va retrouver des coffres funéraires, spécificité un petit peu dans le Massif central que d'avoir ces éléments en contexte funéraire. On s'est posé la question de savoir si ces coffres étaient coûteux ou pas coûteux, et s'ils étaient destinés à une élite. Et on a fait appel au sein de ce programme collectif à notre ami Yves Cognier, ici présent dans la salle tout là-haut, qui est sculpteur, qui est meilleur ouvrier de France, et qui nous a démontré en quelques heures avec quelle facilité on pouvait, quand on connaissait la pierre, avec quelle facilité on pouvait tailler un coffre funéraire. Donc finalement, c'était quelque chose qui ne devait pas coûter énormément d'argent et qui n'était pas forcément réservé à une élite. C'était juste un matériau que l'on pouvait mobiliser assez facilement. Donc coffre funéraire, on a aussi un petit peu de sculpture en ronde-bosse. Vous avez un cavalier à languipède qui a été retrouvé sur une villa à Rion. Donc vous voyez, on est toujours dans un rayon assez limité par rapport au lieu d'extraction de la roche. Et puis, on a des autels également qui ont été mis en évidence, notamment lors de fouilles réalisées à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire dans le chef-lieu de cité, Auguste-Nemetum. Donc, pour l'époque gallo-romaine, 95% des analyses que l'on a pu réaliser donnent comme résultat le volcan Kilian. Il y a 5% qui donnent d'autres origines et qui prouvent qu'on a pu ponctuellement mobiliser d'autres ressources, donc d'autres volcans trachytiques. On a par exemple un chaperon de mur qui a été découvert au col de Cessa et qui provient du volcan Puy-de-Dôme. Et on a de la sculpture, de la statuaire qui a été découverte dans une villa à Romagna, la villa de Maréchal, fouillée par nos collègues Sophie Liégard et Alain Fourvel, qui peut-être appartiennent d'ailleurs aussi à un cavalier à languipède, ça reste à voir, mais qui proviennent des volcans, ou du volcan, soit Clerzou, soit Aumône. On n'arrive pas à les discriminer. Mais il s'agit quasiment là d'épiphénomènes, puisque c'est vraiment le Kilian qui a été mobilisé à l'époque antique. Cette roche, pour
le Bas-Empire, on ne sait pas trop si elle a continué à être exploitée ou pas. Il y a un petit silence des sources archéologiques là-dessus. Par contre, on sait que cette roche a été extrêmement mobilisée durant les 5e, 8e siècles après Jésus-Christ pour une réalisation quasiment standardisée de sarcophages. Alors, là, on est dans un emploi massif avec beaucoup de volcans qui sont utilisés. On a évidemment le Sarqui, on a le Clearzou, on a l'Aumône, on a le Kilian également qui ont été exploités. Et on a à la fois la chance de pouvoir aller explorer les carrières, qui sont des carrières grottes, des carrières souterraines. Et on a sur les parois des grottes des négatifs de prélèvement de sarcophages. Et puis on a les produits finis, bien évidemment, que l'on retrouve en fouille dans les nécropoles. Et on va retrouver ces produits par centaines, voire par milliers. Donc notamment dans les nécropoles de Brioude, en Haute-Loire. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on n'est déjà plus dans les mêmes diffusions. On est dans une diffusion non plus locale, mais régionale. On va en retrouver dans la Creuse. Et c'était notre collègue et ami Jacques qui travaillait sur la question. On va en retrouver jusque dans la Loire, par exemple à Roanne. Et on va être sur des choses qui sont assez standardisées, c'est-à-dire avec des sarcophages qui vont peser 300 kg, avec des parois de cuves de 7 cm, 6-7 cm. Et c'est sans doute parce que c'était facile à tailler, que ça pesait pas énormément, que l'on a pu diffuser très largement ce produit. Donc on a la chance d'avoir des carrières relativement assez facilement accessibles. Je parle sous contrôle du groupe Spéléo, où on peut vraiment documenter les enlèvements et les techniques de taille. Et on a pu donc effectuer des sondages archéologiques dans certaines de ces carrières-grottes, notamment ici au Sarqui, où on a pu comprendre comment les blocs étaient extraits, comment ils étaient mis en œuvre, documenter le fait qu'ils étaient évidés sur place avant d'être descendus. Et donc, on est dans un modèle très différent de ce qui se passait à l'époque antique, où on était dans un modèle de carrière à ciel ouvert, alors que là, pour le haut Moyen-Âge, on est dans un schéma de carrière grotte, carrière souterraine avec des piliers tournés. Je vous l'ai dit, le Clearzou, le Sarqui, l'Aumône, le Kilian ont été mobilisés durant ces 5e, 8e siècles après Jésus-Christ pour l'extraction de cette roche et pour la fabrication de sarcophages. On a pu, grâce à la carte d'identité dressée par les collègues géologues, eh bien, essayer de faire une cartographie un petit peu des sarcophages par volcans sources, et donc on arrive à voir que globalement les volcans que je vous ai cités sont tous ont fourni des produits qui sont exportés tous à l'échelle régionale, donc sur une aire assez vaste finalement, presque une centaine de kilomètres autour des volcans sources. Et les sites sur lesquels on les retrouve sont généralement à proximité des anciennes voies antiques dont on est en droit de penser qu'elles continuaient à être utilisées à l'époque, et c'est même finalement un marqueur qui va nous permettre de documenter un petit peu la pérennité de ces voies. On a une nouvelle lacune dans la documentation. On ne sait pas trop ce qui se passe entre le 8e et la fin du 11e ou tout début 12e siècle après Jésus-Christ. On ne sait pas si le trachyte continue à exploiter ou pas. Manifestement, il y avait peut-être mobilisation d'autres types de matériaux et beaucoup moins de la pierre. Et on va retrouver finalement l'utilisation du trachyte
à la toute fin du XIe siècle. D'abord de manière un petit peu opportuniste avec des remplois d'éléments, sans doute de sarcophages qui ont été retrouvés à l'époque médiévale, lors des gros chantiers de construction, des chantiers de construction des églises romanes à partir du début du XIIe siècle. Et donc, c'est aussi un des apports de notre programme de recherche, c'est de pouvoir déporter un peu le regard qu'on avait jusqu'à présent sur les édifices romans, que l'on pensait être surtout construits en arkose, voire exclusivement en arkose pour les églises majeures. Finalement, l'œil du géologue permet de faire avancer un petit peu les choses, de bousculer aussi plutôt les historiens de l'art dans leur certitude, et de montrer, de prouver que le trachyte a été mis en œuvre très largement à partir du XIIe siècle pour la construction d'églises. Et nous avons des églises qui sont quasi exclusivement construites en trachyte. Donc nous avons par exemple l'église de Montfermy, qui a été construite avec du trachyte du Puy-Chopine. Donc c'est assez fantastique parce qu'au XIIe siècle, on construit une église, donc il faut quand même beaucoup de pierres pour mettre en œuvre cette construction. Par contre, on ne connaît pas la carrière du XIIe siècle sur le Puy-Chopine. Le Puy-Chopine, on ne connaît pas de carrière. C'est ce que vous a dit Pierre, donc un mystère que l'archéologie n'a pas encore réussi à résoudre, mais nos collègues géologues nous prouvent par A plus B qu'il faut bien trouver un lieu d'extraction ou un mode d'extraction de trachyte au Puy-Chopine à l'époque centrale du Moyen-Âge, des bas Moyen-Âge. Et puis on a aussi des choses qui sont assez fantastiques, par exemple la petite église de Lachamps, qui est construite, qui date du XIIe siècle, avec un prieuré adjacent qui lui aussi est construit en trachyte. Quand nous avons effectué les analyses, on a eu la surprise absolue de se rendre compte que c'est du trachyte du Puy-de-Dôme, volcan Puy-de-Dôme, alors qu'aucune carrière n'est documentée sur le volcan Puy-de-Dôme, à l'exception d'une micro-carrière assez récente. Mais donc, il y a eu manifestement quand même une carrière conséquente, l'ouverture d'une carrière, au moins au XIIe siècle, qui a fourni du matériau pour cette église, pour ce prieuré, mais on ne sait pas où c'est. On a d'autres exemples avec les églises de d'Enza, par exemple, avec, vous voyez, de la collégiale, je cherchais le terme exact, avec même des chapiteaux qui sont sculptés en trachyte. Donc là, on a une diversité des provenances, puisqu'on a pu mettre en évidence qu'il y avait à la fois des trachytes du Sarcouy, du Chopine et du Clerzou-Aumône aussi pour la construction de cet édifice. Donc, diversité des provenances. Et puis, si on observe bien en plus les murs de l'église, on se rend compte qu'il y a aussi des fragments de sarcophages du haut Moyen-Âge qui sont en remploi. Donc, certainement que lors de la construction de l'église, il a été trouvé des sarcophages en trachyte du haut Moyen-Âge qui ont été cassés et on s'est servi des petits morceaux de sarcophages pour caler certaines pierres, pour remettre à niveau certaines assises. Donc là aussi, c'est extrêmement important pour toutes les personnes qui vont travailler sur le haut Moyen-Âge, les lieux funéraires du haut Moyen-Âge, puisque c'est un très bon marqueur, un très bon vecteur pour essayer de documenter ces sites. Et puis évidemment, on va être dans des logiques aussi d'essayer de cartographier, d'avoir une cartographie la plus fine possible de la mise en œuvre de ces trachytes au sein des édifices. Donc là, on a le travail de Denis Hainaut sur, par exemple, l'abbatiale de Moza, où vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est du trachyte. Donc c'est quand même un emploi absolument massif. Et les analyses prouvent qu'on a aussi une diversité de provenance, puisqu'on a à la fois des trachytes du Sarcouy, du Chopine, du Clerzou et de l'Aumône. Et après, c'est le silence. Après avoir construit toutes ces églises, on n'a plus de traces évidentes d'emploi du trachyte issu de la chaîne des puits, jusqu'à au début du XIXe siècle, où on retrouve
en remploi essentiellement dans le bâtiment rural, de blocs issus des monuments antérieurs qui étaient là, mais également, on voit aussi des traces d'exploitation, cette fois avec sans doute des carrières dédiées, où en particulier, vous voyez sur l'image de gauche, les chaînes d'angle du bâtiment ne sont pas récupérés d'un quelconque bâtiment plus ancien. Ils ont été manifestement taillés spécifiquement pour cet usage. Donc, cet usage du trachyte dans le bâtiment rural, je dirais, ou vernaculaire, au-delà des remplois, on voit aussi des exploitations spécifiques des volcans. Donc, on voit le puits Chopin, par exemple, dans le secteur de Saint-Ours-les-Roches. Il n'y a pas de surprise de voir que le puits Chopin étant à proximité immédiate, que ce soit les trachytes du puits Chopin qui sont exploités soit dans des murs comme ça, soit sur des pièces remarquables comme les montants des fenêtres ou les arcs au-dessus des fenêtres. On a aussi, alors ça c'est nouveau, l'emploi du trachyte du puits Vassé, le puits Vassé, son trachyte massif n'apparaît pas en surface, il est caché sous une montagne de basalte qui le couvre, mais il y a eu une éruption, des explosions très importantes qui ont dispersé des gros blocs tout autour, et en particulier donc dans le secteur de Nebouza, on se balade dans les champs et on trouve des gros blocs qui ont pu être utilisés. Vous voyez, ça fait à peu près la taille des moellons, donc ça tombe bien, on peut les tailler et s'en servir localement. Un autre usage qui s'est développé aussi, c'est à partir du 19e sans doute, mais qui perdure jusqu'au 20e, c'est l'emploi de ces trachytes qui sont une pierre légère, isolante, et donc, oui, elle se comporte un peu comme une roche réfractaire, elle ne casse pas quand on la chauffe et qu'on la refroidit. Et donc, ça a été utilisé pour la construction de fours à pain et essentiellement pour la partie active des fours. Vous avez l'image de l'intérieur d'un four qui est donnée ici. On a la sole, on a la voûte qui est au-dessus. Et tout ça, c'est en trachyte. Et dans ce cas-là, vous voyez les origines, il y a beaucoup de trachytes du puits Vassé qui ont été utilisés, mais pas que. On trouve des fours à pain jusqu'au nord-ouest de la chaîne des Puys, et à chaque fois, c'est les trachytes les plus proches, les volcans les plus proches qui ont été mis à contribution. Donc ça, c'est quelque chose de vivant, parce qu'il y a pas mal, dans les petits villages, il y a souvent des associations qui les font vivre aujourd'hui, et donc on peut aller voir un usage efficace de ces trachytes dans ces applications. Et puis, au 19e, on a un architecte, Ledru, on a un tailleur de pierre, Bresson, qui se sont, je dirais, monté le bourrichon, je ne sais pas quoi. Chacun, Ledru a dit, la roche trachytique est une roche merveilleuse, on peut en faire des tas de choses. Et il a fait des expériences, il a fait une publication, et il dit qu'on peut s'en servir dans l'industrie, qu'on peut faire des creusets, des tuyaux, évidemment en architecture, mais aussi dans l'équipement domestique. On peut faire du mobilier décoratif, comme ça se sculpte facilement, puis des arts funéraires. Il y a non seulement les sarcophages, mais on peut faire aussi des pierres tombales, etc. Et puis, ce monsieur qui a publié, il y a le tailleur de pierre Bresson qui a dit « Mais non, mais tout ce qu'il dit, moi, je l'ai déjà inventé ». Et donc, voilà, on a la trace d'un crépage de chignon de l'époque où c'était acquis surenchérira sur le voisin. Mais c'est bien joli, mais ça n'a donné quasiment rien de neuf, parce que, c'était un peu du marketing avant l'heure.
il poussait un peu trop loin les propriétés, on va dire. Il y a eu des applications pour des fours dans les hôpitaux de Paris, donc analogue un peu au four à pain que je vous ai montré. Et quelque chose de plus innovant, pour le coup, c'était la production de verre à base de trachyte cendreux, ces trachytes meubles qu'on trouvait à la base des dômes. Donc, il y a eu des exploitations faites essentiellement au Sarcouy, au pied du Sarcouy, mais aussi il y a eu des essais de faits à la base du Puy-de-Dôme. Il y a une carrière qui est plus guère visible aujourd'hui, où on peut voir cette exploitation de parties cendreuses. Donc, il y a eu un verre qui a été fait là pour une enseigne de pharmacie. Et puis, l'essentiel de ces cendres exploitées ont été traités, envoyés à Volvic, où le matériel était tamisé, séché, et envoyé à Puy-Saint-Guillaume pour la verrerie, où l'exploitation a duré jusque vers les années 77. Dans les carrières du Sarcouy, ben on voit encore, je ne l'ai pas vu récemment, mais on a pu voir longtemps, en tout cas, des rails de wagonnets, un véhicule qui était là, qui mourait doucement, enfin, qui était couvert par la végétation, qui étaient les dernières traces de cette exploitation. Et puis, bon, cette application a fait long feu parce que, d'abord, la ressource était quand même limitée. Et puis, soi-disant qu'il y avait du soufre qui perturbait les couleurs du verre. Bon, ça, c'est une énigme pour un géologue parce qu'il n'y a pas de soufre dans le trachyte, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et un truc, il a été cité aussi des dispositifs avec la cendre pour filtrer le vin, un peu comme on le fait avec la pouzzolane, mais on n'a pas vu de traces de ce genre de choses. On vous remercie pour votre attention et vous avez l'illustration de ce qu'a fait notre copain Yves Cognier, hein, qui a démontré, alors je ne sais plus si c'était les journées archéologiques, au sommet du Puy-de-Dôme, où devant le public, Yves a taillé une urne funéraire. Et vous le voyez ici en pleine action, et en un après-midi à peu près, ça a été mené à bien. Voilà, on vous remercie. Merci. Bonsoir, je voulais savoir d'où venaient les toitures en lauze. Si c'est du trachyte d'abord, et si ça, les toits en lauze, ce n'est pas du trachyte. Ça vient... Pardon. Non, les toitures ne sont pas ou jamais en trachyte pour la bonne raison que c'est une roche poreuse. Alors, c'est malvenu de mettre un truc poreux pour un toit. Et comme je vous le disais, l'aspect secondaire, c'est que c'est évidemment très sensible au gel, etc. Donc ça ne résisterait pas au-delà d'un hiver ou deux sur un toit. Les lauzes sont plutôt faites traditionnellement, si on parle de roche volcanique, la roche phare, c'est la phonolite, qui fait des dalles. Quand on la casse, elle donne directement les dalles propices, enfin de bonne taille pour faire les couvertures. Elle est très compacte, étanche, etc. Simplement, il n'y en a pas dans la chaîne des Puys. On commence d'en trouver dans les Monts d'Or. Les roches tuilières, sanadoires sont faits avec cette roche. Et puis, évidemment, surtout dans le Velay. Et puis après, ben, c'est les ardoises, c'est des schistes taillés qui servent à faire ces lauzes. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à l'église de Lachamp. Est-ce que Bertrand et Pierre, là, vous dites qu'elle est du XIIe siècle, c'est ça, le trachyte de Lachamp. Donc finalement, c'est une pierre qui a l'air de tenir quand même quelques siècles. Et si elle tient quelques siècles, pourquoi du coup ne pas l'avoir utilisée pour le temple de Mercure? Parce que c'est quand même plus proche. Alors, à Lachamp, elle n'est pas utilisée en masse. Hein. Oui, mais les moellons sont bien mis dans les murs à l'abri. Et côté, alors, au chevet,
on voit quelques emplois où là, ils sont soumis aux intempéries et ils ont très, très mauvaise figure. Je pense qu'au prochain ravalement, il faudra les changer, etc. Voilà. Alors, la seule raison de son emploi, c'est que le puits de Dôme est juste à côté, quoi. Mais vraiment, le trachyte du puits de Dôme est le plus gélif de tous les trachytes de la chaîne des puits. On a une approche très géologique aussi de par nos disciplines. Il y a des pans entiers qui nous échappent, notamment la propriété des volcans aux différentes périodes, de qui est autorisé à exploiter, comment, ce qui coûte pas. Il y a plein de choses comme ça. Et donc là, je vois Patrice Fournet acquiescer. Donc il connaît un petit peu le dossier, voire très bien le dossier pour la chaîne des puits. Donc là-dessus aussi, il faut peut-être s'interroger sur les propriétés de ces volcans et qui a droit d'extraire, et les propriétaires, oui. Ce qui peut expliquer la grande période 13e, 19e où il y a rien de trouvé. Parce que ce sont des propriétaires, ce sont des religieux souvent qui ont la main mise sur la chaîne des puits sur cette période-là. Et est-ce qu'ils n'ont pas développé l'économie autour de ces carrières? Certainement. On trouve aucun texte d'ailleurs, ou très peu, qui parle de carrière à cette époque-là. Oui, moi je voulais savoir si vous aviez des hypothèses par rapport aux trachytes utilisés pour le temple de Mercure, donc les blocs le trachyte du Kilian, puisque en fait, voilà, des hypothèses sur où sont passés ces blocs de trachyte qui ont été utilisés pour la construction du temple de Mercure. Est-ce que vous avez quelques hypothèses seulement sur cette question? Alors, vaste question. Là-dessus aussi, les archéologues partaient avec beaucoup d'a priori qui étaient devenus des certitudes. Et donc, effectivement, pour parler directement, il manque des blocs de trachyte au sommet du Puy de Dôme par rapport à l'importance de la construction que l'on imagine. Donc, on s'est dit où sont passés ces blocs. Eh bien, quand on se promène dans les villages tout autour, on voit que dans des bâtiments du 19e, il y a énormément de blocs de trachyte. Pierre vous les a présentés. On mettait assez volontiers en relation le fait qu'on était allé piocher éventuellement des blocs du temple de Mercure, qu'on les avait redescendus dans les villages environnants pour les mettre en œuvre dans des constructions contemporaines. Les analyses menées par les géologues invalident totalement cette hypothèse, puisqu'il ne s'agit pas de trachyte de Kilian, mais du trachyte qui provient d'autres volcans. Alors que la construction du bâtiment antique, c'est uniquement avec du trachyte du Kilian. Donc, où sont passés les blocs? C'est une vaste question et il faudrait sans doute réinvestir aussi le site au sommet pour tenter d'y répondre. Alors, c'est une vraie belle question, mais qui peut amener à formuler d'autres hypothèses éventuellement. Et sur éventuellement, est-ce que ce temple a bien été fini un jour? Mais là, on va très loin. Mais les vestiges que l'on peut retrouver au sommet, voilà, clairement, il nous manque des blocs. Et on ne sait pas où ils sont passés. Au cours de vos recherches là, sur une vaste zone géographique, et en vous intéressant aux trachytes, avez-vous trouvé d'autres trachytes que ceux du Puy de Dôme dans le secteur? Alors, Puy de Dôme, de la chaîne des puits, enfin de... non, alors, on n'a pas... tous les trachytes qu'on a trouvés ont une signature chaîne des puits. Quand tu vas voir au Mont d'Or, pour prendre les plus près, les trachytes ne ressemblent en rien à ceux de la chaîne des puits. Donc là, on est dans la famille des trachytes de la chaîne des puits. Alors, on a trouvé des nouveaux trachytes, donc celui exploité au Kilian à l'époque antique, c'est au tréfonds du volcan qu'ils ont été grattés pour trouver, enfin grattés et cassés pour trouver ce trachyte qui est absolument remarquable, qui présente toutes les qualités requises
de résistance à l'écrasement, de résistance même si s'altère, de résistance à l'atmosphère, enfin à l'altération. Donc ça, c'est une nouveauté, on ne le connaissait pas. On connaît le trachyte qui est au-dessus, qui a été exploité plus tard pour les sarcophages, mais la carrière antique que je dis qui est cachée sous les déblais, a été exploitée d'abord pour le temple de Mercure et ensuite pour une bonne partie des sarcophages qui sont sortis du même cœur du cratère Kilian. On a trouvé, alors, dans le cas de ce travail, mais aussi dans le cas de travaux spécifiques sur le Puy-de-Dôme, on a trouvé d'autres faciès de trachyte du Puy-de-Dôme qui étaient plus ou moins bien connus, bien cernés. Donc le Puy-de-Dôme nous présente 2 faciès de trachyte parfaitement distinguables et qu'on retrouve dans les mises en forme à droite ou à gauche. Encore qu'une fois, comme on disait, le trachyte du Puy-de-Dôme a assez peu servi à cause de ses mauvaises qualités de résistance. Voilà. Sinon, les autres, on n'a pas trouvé, on a trouvé un seul type de trachyte par volcan. Donc tu as répondu sur le Puy-de-Dôme, et j'avais bien dit le Puy-de-Dôme, mais en fait je me voulais plus large que ça. Est-ce que vous avez trouvé des trachytes des Monts d'Or, des trachytes du Cantal? Non. Non. Non, on n'a rien trouvé hors chaîne des Puys sur ce niveau-là. On a trouvé des objets. Alors c'est un autre sujet de travail. Oui, si la question c'est de savoir si à l'époque antique on a utilisé d'autres sources volcaniques, d'autres roches volcaniques. Alors là, je vais parler sous le contrôle du géologue, hein, parce que... Non, attends. Non. Les trachytes de la chaîne des Puys, on en a parlé à l'instant. Mais à l'époque antique, pour la construction des thermes du Mont d'Or, le trachyte, enfin l'espèce de roche du Capucin, qui est, on peut considérer en partie comme un trachyte, c'est celle qui a été exclusivement exploitée pour la construction des thermes du Mont d'Or. On a eu d'autres roches qui ont été exploitées aussi à l'époque antique pour faire des statues. Donc, on a toute une cohorte de lionnes, de lionnes fontaines qui ont été taillées dans des trachybasaltes, apparemment, ou trachybasaltes, hein, c'est comme ça que je les ai appelés. Oui, trachybasalte. Et puis des petites statues, mais le trachyte dont on a parlé, là, la chaîne des Puys, on n'a pas d'usage autre. Donc l'expansion vers le sud, Corrèze, Haute-Loire, de ce trachyte du Puy-de-Dôme ne peut être expliqué finalement que par l'archéologie et l'histoire. On en trouve que, oui, c'est grâce au sarcophage. En gros, si dans une église, il y a des petits blocs de trachyte de la chaîne des Puys, c'est qu'il y a du sarcophage mérovingien, certainement, qui a été trouvé in situ, qui a été débité et réutilisé pour la construction de l'édifice. C'est le cas, par exemple, en Corrèze, sur les églises qu'on a pu identifier. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, alors on vous souhaite une bonne soirée. Et merci pour votre présence.